Bon, on va recommencer. Alors, après réflexion, je m'aperçois que je m'y suis effectivement très mal pris et j'ai voulu éviter des notions, mais qui ne sont pas vraiment évitables. Donc, on va résumer et puis on va essayer de voir... on va essayer de voir quelles sont ces notions clés. Donc, peut-être, en fait, sans doute, j'aurais dû commencer par ça, par cette fameuse équiprojectivité des vitesses, mais qui nécessite un tout petit peu de développement mathématique. Le point, donc, la conclusion, et je pense que vous pouvez le comprendre quand même intuitivement, c'est qu'un corps solide ne peut pas avoir n'importe quel type de mouvement. En tout cas, la distribution des vitesses au sein d'un corps solide, ce qu'on appelle donc je peux noter quand même le champ des vitesses. On parle de champ en physique, c'est un champ de quelque chose, c'est cette chose-là appliquée en chaque point. Donc, un champ gravitationnel, c'est qu'il y a une valeur de l'accélération de la gravitation, disons de la force gravitationnelle, en chaque point. Un champ électrique, c'est en chaque point, vous avez une certaine valeur du champ électrique. Enfin, une valeur, un certain vecteur électrique en chaque point. Un champ de vitesse, c'est qu'en chaque point du corps, il y a une certaine vitesse. Chaque point a une certaine vitesse. Donc, on appelle ça le champ des vitesses. Bon, c'est le concept comme ça. Le champ des vitesses est donc contraint par le fait que le corps est solide. Mathématiquement, dire que le corps est solide, c'est dire que la dérivée ou la variation de la distance entre deux points donnés, MI et MJ, deux constituants du corps, leur distance que je vais noter comme ça, peut-être c'est pas si mal que vous connaissiez cette notation. Ça s'appelle c'est la norme du vecteur. Vous connaissez cette notation? Non, hein? Non. Bon, je vais dire ça. La distance entre MI et MJ est égale à une constante. Ça implique en deux lignes, ça implique que on a soit une rotation pure, soit une translation pure, enfin soit une translation, soit translation combinée, je vais le noter comme ça, avec une rotation pure. Et cette translation, en l'occurrence, est orthogonale à l'axe de rotation. Donc ça, c'est un résultat. Et maintenant, je vais vous donner le champ de vitesse, donc la distribution des vitesses au sein du corps, dans ces trois cas. Dans le cas de la translation, le champ de vitesse, c'est quel que soit I, chaque constituant du corps, la vitesse du point I, c'est une certaine vitesse que je vais appeler V0. Tous les points ont la même vitesse, c'est une translation, donc très facile. Donc c'est un champ de vitesse uniforme, tous les points ont la même vitesse. OK. Le cas de la rotation pure, eh bien, alors je vais le noter vectoriellement, et puis je vais faire le dessin pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces vecteurs. La vitesse du point I, c'est un certain vecteur qu'on note oméga en général, qu'on appelle le vecteur rotation. C'est lui qui caractérise la rotation du corps. Donc, vecteur rotation, très bien. Je vais expliciter ce que c'est. Donc ça, c'est un oméga majuscule. On peut le noter comme on veut, mais en général, on le note oméga majuscule. Donc faisons comme tout le monde. Soyons conformistes. Oméga vectoriel, il va falloir que j'explique ce que c'est que ce produit vectoriel, ce que je ne voulais pas faire, mais j'aurais dû ne pas vouloir le faire. Produit vectoriel, et vectoriel, la position
du corps, la position du... Alors, je vais noter plus exactement O, MI, ou O. Pour l'instant, c'est abstrait, mais je fais le dessin tout de suite. Ça, c'est le centre de rotation. Centre instantané de rotation à l'instant donné. Et MI, c'est la position du point. Alors, je fais le dessin et vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Je prends une roue parce que c'est simple, mais peu importe. Donc j'ai un centre, O. Je considère un corps qui est en train de tourner autour du point O. On va dire qu'il tourne... Vous voulez qu'il tourne par là ou par là? J'ai eu le choix. Par là, ok. Donc il tourne comme ça. Ok. Donc, quelle est la distribution des vitesses dans ce corps qui est en train de tourner solidement, solidement comme un solide, sans déformation? Ce corps est en train de tourner comme ça. Bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études de physique pour voir, pour comprendre, pour savoir que ce point-là est en train d'aller par là, que ce point-là est en train d'aller par là un peu plus vite, que ce point-là va certes par là, mais plus doucement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque point ici est, en fait, parcourt un cercle à un instant donné. Si la rotation se maintient, il va faire vraiment un cercle, mais il peut être en train de tourner maintenant et puis changer de mouvement après. Je considère ce qu'il est en train de faire maintenant, et maintenant il est en train de tourner comme ça. Donc manifestement, chaque point, ce point-là est en train d'aller par là, et ce point-là, il va aussi par là, mais il y va plus vite. Et il y va d'autant plus vite qu'il est plus loin. Vous allez tous jouer à la ronde. Celui qui est au bout de la ronde, il a intérêt à courir vite, parce que simplement, il va parcourir le même angle dans un même temps donné, mais donc pour le même angle, évidemment, la distance parcourue est proportionnelle à la distance, c'est la définition de l'angle. Je vous rappelle la définition de l'angle. L'angle, c'est justement cette longueur-là divisée par le rayon. Donc en fait, ici, l'augmentation de la vitesse, elle est linéaire par rapport à la distance au centre. Voilà. Plus on est loin, plus... Donc, le champ de vitesse, donc la distribution des vitesses dans un corps en rotation, c'est que, par rapport autour d'un centre O, c'est que toutes les vitesses sont orthogonales. Si je prends un point M ici, la vitesse au point M est orthogonale au rayon OM, au vecteur OM, d'accord? La vitesse est toujours orthogonale. Et par ailleurs, la valeur de la vitesse, la norme de la vitesse, est proportionnelle à la distance OM. Eh bien, mathématiquement, ça se traduit comme ça. Ça ne dit rien d'autre que ce que je viens de dire. Et le coefficient de proportionnalité, parce qu'évidemment, ça peut tourner vite ou pas vite. Le corps peut tourner vite ou pas vite. Et donc, s'il tourne 2 fois plus vite, on va voir ce que ça veut dire, la vitesse sera 2 fois plus grande en chaque point. Elle sera plus petite ici que là, mais elle sera 2 fois plus grande que si ça tournait 2 fois moins vite. Donc ce que j'appelle tourner vite, enfin ce qu'on appelle tourner vite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait combien de temps ça lui prend à faire le tour. C'est-à-dire en fait, par unité de temps, pendant 1 seconde, quel est l'angle de combien il a tourné. Donc on voit qu'on a ici une nouvelle notion de vitesse qui n'est pas la vitesse linéaire, c'est-à-dire combien de mètres j'ai parcouru en un instant donné, parce que ça, je ne peux pas donner la vitesse du corps qui est en train de tourner, parce que chaque point a une vitesse différente, justement. Donc il n'y a pas la vitesse du corps. Par contre, il y a une vitesse de rotation qui dit, pendant un intervalle de temps, de quel angle j'ai tourné. C'est ça qui caractérise la rotation du corps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. C'est-à-dire combien d'angles par unité de temps. Et donc ça, en général, on le note petit oméga.
Et ça s'exprime en radians par seconde. En une seconde, de combien de radians? Vous savez ce que c'est qu'un radian? Pas tous? Non? Alors, je pourrais mettre ici degrés, mais degrés, c'est pas un... Donc, degrés par seconde. Donc, c'est une mesure d'angle. Alors, c'est quoi la définition du radian? C'est que donc, sur un tour complet, vous savez que vous avez 360 degrés. Pourquoi 360? C'est arbitraire. Enfin, je veux dire, on appelle degré le 360e du tour. Pourquoi 360? Oh, ben, c'est un nombre très pratique, parce que vous pouvez le diviser par quasiment tout, quoi. Hein, du coup, un demi-cercle, du coup, ça fait 180. Un quart, ça fait 90, ça tombe juste. Un cinquième de cercle, enfin, tout ça tombe juste. Un tiers, c'est 120, enfin bref. Donc, c'est pratique. Un cinquième, ça fait 72. Donc 360, c'est un truc pratique pour pouvoir diviser. Mais c'est complètement arbitraire. Vous savez, il y a les grades aussi. Je crois que c'est les anglo-saxons qui, il y a un temps... vous n'avez pas entendu parler des grades? Ils ont divisé en 400. Donc il y a 400 grades dans un tour complet. Donc peut-être trouvé que c'était pratique. Il y a 100 dans un quart de cercle plutôt que 90. Enfin... Non, en tout cas, c'est arbitraire le degré. On découpe. Bon, donc il y a une façon moins arbitraire, enfin disons plus pratique en fait de faire, c'est de définir l'angle comme étant par essence, l'angle, c'est en quelque sorte la fraction du tour complet. Une façon de le mesurer par un nombre sans dimension, c'est de regarder la distance de cette distance-là, le long de l'arc, de l'arc, divisé par le rayon. C'est-à-dire, si vous considérez cette rotation, justement, plus vous êtes loin ici, plus il y a de distance à parcourir. Mais en fait, la distance à parcourir ici, il se trouve, c'est une propriété géométrique profonde, mais évidemment très simple, qu'elle est proportionnelle à cette distance. Si vous allez 2 fois plus loin, il y a 2 fois plus de distance à parcourir. Et donc, en fait, vous pouvez définir cet angle comme le rapport entre l'arc et le rayon. Donc, l'angle, par définition, c'est l'arc divisé par le rayon. Et du coup, vous n'avez pas besoin de spécifier à quel endroit vous êtes. À chaque endroit, il y a un certain arc et il y a un certain rayon, et le rapport des deux ne dépend pas d'où vous êtes, justement. Donc il y a un angle qui caractérise la rotation. Eh bien, quand on fait ça, cet angle-là est exprimé en radians. C'est-à-dire, si vous mettez ça en mètres et ça en mètres, parce que c'est 2 longueurs, donc du même type. Alors vous pouvez mettre ça en centimètres et ça en centimètres, ça ne change rien. Ça en n'importe quelle unité de longueur et ça dans la même unité de longueur, vous allez obtenir un angle qui est exprimé en radians. Moralité, quel est l'angle total sur le cercle? Vous connaissez tous le périmètre du cercle. C'est quoi le périmètre du cercle? 2πr. 2πr, par définition, pi, c'est le rapport entre la circonférence et le diamètre, donc 2 fois le rayon. Donc le périmètre total, donc quand vous faites les 360 degrés, justement, ça devient combien en radians? Ça fait 2πr divisé par le rayon, c'est-à-dire 2π. Donc l'angle, en radians, il va de 0, pas tourné, à 2π. Donc un tour complet là, enfin un demi-tour, pardon, ça c'est pi. Et ça c'est pi sur 2. Et ça c'est pi sur 3. Enfin, on mesure en unité de 2π en fait. Mais parce que c'est cette définition-là qui est effectivement très pratique. Du coup, le déplacement, c'est juste l'angle fois la distance. Et c'est ce que... Voilà. Enfin, c'est ce qu'on retrouve ici. Enfin, c'est ce qu'on utilise ici, que effectivement, plus on est loin du centre, plus il faut aller vite, parce que plus on parcourt de distance pour un même angle.
Donc, lors d'une rotation solide, une rotation qui ne déforme pas le corps, le même angle est parcouru par unité de temps pour tout le monde, et donc la vitesse est proportionnelle parce que le chemin parcouru est proportionnel à la distance au centre. Okay. Donc c'est ça le champ de vitesse d'un corps en rotation. Plus vous êtes loin du centre, plus votre vitesse est grande, parce que plus vous parcourez de chemin pendant un même instant, un même intervalle de temps. Donc, ce qui caractérise la rotation, c'est cette vitesse angulaire qui vous dit de quel angle vous avez tourné par unité de temps. Combien de radians par seconde. OK? Donc c'est important de connaître cette notion de radian parce que c'est la notion d'angle. Enfin, c'est la même notion que les angles en degrés, mais c'est juste dans une unité qui n'est pas arbitraire, qui est définie comme ça. Ça n'a pas de dimension physique. OK. Donc ça, c'est la vitesse de rotation. Et donc, cette expression-là, avec ce produit vectoriel, traduit ce champ de vitesse. Peut-être je vais quand même dire un mot vite fait de ce que c'est qu'un produit vectoriel. Donc, un produit vectoriel, c'est un produit de deux vecteurs. Donc, c'est une façon de combiner deux vecteurs en les multipliant, en quelque sorte. Ça s'appelle ça produit, mais que ça veut dire multiplier des vecteurs parce qu'ils ont des directions différentes. Donc, la définition de cette chose-là, c'est que donc, vous prenez deux vecteurs et vous en faites un autre vecteur. Et comment vous définissez le vecteur produit? Eh bien, vous dites que c'est un vecteur qui est orthogonal à ces deux-là. Donc, si vous avez... Alors, si vous avez deux vecteurs, un dirigé dans la direction de mon pouce, un dirigé dans la direction de mon index, le produit vectoriel, par définition, il va être dirigé dans la direction orthogonale à ces deux-là. Donc les deux vecteurs définissent un plan. Et la direction orthogonale, qu'on peut représenter avec le troisième doigt comme ça, orthogonaux, d'accord. Donc le produit de ces deux vecteurs va être dans la direction orthogonale. Et alors il faut choisir si c'est par là ou par là. Alors la convention, c'est une convention, c'est qu'on le fait avec la main droite. Donc premier vecteur, deuxième vecteur, produit vectoriel. Évidemment, si je le faisais avec la main gauche, premier vecteur, deuxième vecteur, ce serait le sens opposé. Donc j'ai une chance sur deux. Enfin, c'est une convention, on choisit la main droite. Bon, why not? Donc la définition du produit de deux vecteurs, c'est au niveau, un vecteur, ça a une direction et une norme, enfin une longueur. Donc la direction, c'est orthogonale aux deux premiers dans la direction, donc orthogonale, mais dans le sens fixé par la main droite, très bien. Et pour la norme, bah, c'est le produit des deux. C'est le produit des deux si les vecteurs sont orthogonaux, comme ça. Alors c'est là où... Donc là, en l'occurrence, le vecteur rotation, du coup, c'est un vecteur, quand le corps tourne comme ça, c'est un vecteur ici qui va être orthogonal au plan de rotation, et qui est dirigé vers nous. Alors on le représente comme ça, on fait un rond et on met un point dedans. Ça veut dire que c'est un vecteur qui sort du tableau. Un vecteur qui rentrerait dans le tableau, par convention bien sûr, on ferait un rond comme ça et on ferait une croix. Ça veut dire qu'il rentre dans le tableau. Je ne pense pas que vous avez vraiment besoin de savoir ça, mais il faut, si on veut représenter des vecteurs qui sortent ou qui rentrent du tableau, il faut bien une convention. Donc la convention c'est ça, quand je fais un rond et un point, il sort du tableau. Alors regardez bien ce qui se passe maintenant. Si vous faites ce produit vectoriel, vous avez donc le vecteur oméga, c'est lui, là, c'est le vecteur qui sort du tableau. Vous avez oméga qui sort du tableau. Si je veux savoir la vitesse de ce point-là, MI, là, ce point-là particulier. Premier vecteur, celui qui sort du tableau. Deuxième vecteur, celui qui va vers M. Produit vectoriel avec la main droite. Vous voyez que j'ai oméga vectoriel, ce vecteur-là, OMI.
et ça me donne ça. Ça me donne bien un vecteur qui lui est orthogonal. C'est fait pour. Et la norme de ce vecteur, ça va être la norme de ça fois la norme de ça. Ça, c'est un vecteur constant, c'est le vecteur rotation. Et donc, vous voyez que la vitesse est bien proportionnelle à la distance au centre. Donc, cette expression-là mathématique, qui certes fait intervenir un élément qui est un tout petit peu élaboré, mais la définition est claire. Vous faites le produit de deux composantes orthogonales, vous avez la direction et la norme, c'est juste le produit des deux. Cette notation permet effectivement de définir le champ de vitesse d'un corps en rotation. En chaque point, vous avez la vitesse qui est ce vecteur rotation vectoriel, le rayon vecteur, là, OMI, et vous avez la vitesse VI associée. Alors, quelle est la longueur de ce vecteur maintenant? Bien, justement, sa longueur, c'est la vitesse angulaire. C'est-à-dire que plus vous tournez vite, en vitesse angulaire, c'est-à-dire en nombre de quantité d'angles par seconde, plus la vitesse de chaque point va être grande. Et elle y est proportionnelle aussi. Et donc, ça, c'est effectivement, ce vecteur-là, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Pourquoi, et pourquoi du coup on a introduit les radians? Justement pour avoir ça, c'est-à-dire que, vous allez le voir tout de suite ici, donc je prends un point là quelconque, j'ai mon centre O, j'ai mon point MI. Pendant une seconde, pendant delta t en général, donc le corps parcourt un cercle comme ça, on est d'accord? Ouais, presque circulaire. Au bout de delta t, il s'est retrouvé ici, et il a parcouru cette distance-là. Et donc, quelle est sa vitesse? V, c'est la longueur parcourue divisée par le temps que ça a pris. Et maintenant, la vitesse angulaire, c'est quoi? Le petit oméga, là, la vitesse angulaire, c'est l'angle parcouru, delta, θ, ici, delta θ. Θ, on note pour des angles, ça vous va? Par unité de temps. D'accord? Eh bien, et cette longueur parcourue, par définition de l'angle, cette longueur-là, ce delta, c'est la distance au centre, là, petit r, fois delta θ. Puisque l'angle, c'est justement cette longueur divisée par r. Donc cette longueur, c'est r fois l'angle. Et bien, vous voyez que la vitesse, c'est donc bien oméga fois r. D'accord? J'ai l'impression que c'est difficile, les points algébriques. Vous voyez, la vitesse, c'est la longueur parcourue par unité de temps. Et la longueur parcourue, c'est justement l'angle fois la longueur, fois le rayon. Par définition de l'angle, j'ai défini l'angle comme étant l'arc sur le rayon. La longueur parcourue, c'est l'arc sur le rayon, c'est l'angle, donc l'arc, c'est l'angle fois le rayon. C'est ce que j'ai mis là, j'ai remplacé la longueur parcourue par l'arc fois le rayon. Et vous voyez qu'il apparaît donc le rayon fois la variation d'angle par unité de temps, qui est justement la vitesse angulaire. Combien d'angles on a fait par unité de temps. Donc vous voyez que j'ai la vitesse qui est bien la vitesse angulaire fois le rayon. Et c'est bien ce que j'ai ici. Au niveau de la direction, on a vu que c'était avec la direction orthogonale avec la règle de la main droite, là. Et au niveau de la longueur du vecteur vitesse, eh bien c'est ça fois ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit aussi. C'est le produit des normes, quand les vecteurs sont orthogonaux, et la direction
orthogonal. Voilà. Bref. Donc tout ça est ce que je voulais éviter en première heure. Ça va, c'est à peu près digeste malgré tout. C'est une définition, mais en fait, le point clé ici, c'est de vous montrer que on a effectivement des champs de vitesse qui sont très contraints, c'est-à-dire que la vitesse ne peut pas être n'importe quoi. Soit c'est une translation et on a ça, soit c'est une rotation pure et on a ça, soit c'est une combinaison des deux et on a, pour tout i, VI qui vaut une certaine vitesse, une vitesse globale du corps, par exemple la vitesse du point O qui se trouve être aussi le centre instantané de la rotation une fois qu'on a retiré cette vitesse, plus oméga vectoriel OM. Voilà, pour tout point I, OMI. Voilà. Ça, c'est le champ de vitesse le plus général d'un corps solide. Pour des raisons strictement géométriques, si jamais le champ de vitesse n'est pas très exactement ça, avec une vitesse de avec un vecteur rotation et une vitesse, en l'occurrence d'ailleurs orthogonale au vecteur rotation, puisque le vecteur rotation est en fait orthogonal à l'axe de rotation avec la vitesse dans le mouvement hélicoïdal et le long de l'axe, justement. Donc c'est la composition d'un mouvement dans une certaine direction et d'une rotation autour de cette direction. Oui, donc si le champ n'est pas très exactement ça, le corps n'est pas solide, c'est-à-dire que vous pouvez trouver deux points dont la distance varie au cours du temps, et donc ça ne marche pas. Donc le fait que le corps soit insolide, et à l'échelle microscopique, se débrouille pour être solide, dès lors qu'on peut le considérer comme solide, son champ de vitesse est nécessairement comme ça. Et ça, alors c'est ce qu'on appelle le torseur des vitesses. Donc, vous posiez la question sur le torseur. Donc, en fait, c'est une façon de résumer ce champ de vecteurs, un champ de vecteurs très particulier comme ça, qui a une propriété qui est justement l'aiguille projectivité des vitesses. Peut-être je vais quand même en dire un mot, comme ça vous l'aurez. Puisqu'on est parti dans des choses un peu... Je me suis embrouillé, allons jusqu'au bout de l'embrouille. Maintenant, je vous embrouille. Après m'être embrouillé moi-même. Donc, ce champ de vitesse est caractérisé par un vecteur rotation et une vitesse particulière. Si je vous donne ces deux éléments, la vitesse de translation, enfin un V0 et un oméga et un vecteur rotation, vous pouvez retrouver le champ de vitesse complet, vitesse de chaque point. Et donc c'est un champ vectoriel très particulier. Très particulier parce qu'il a cette propriété d'équiprojectivité des vitesses. Alors j'y viens. Si maintenant vous projetez la vitesse des points sur une droite, sur la droite qui relie deux points. Ok, alors je vous fais un dessin. Voici un corps. Ce point-là va par là, donc ça c'est un point A. Le point B, par exemple, alors il pourrait aller par là. Alors, pendant le cas de la translation, il pourrait aller par là, c'est-à-dire qu'il a la même vitesse. Je peux m'amuser, vous me direz pourquoi, mais je vous répondrai pourquoi pas. Je peux m'amuser à, si tant est qu'on trouve ça amusant, à projeter ce vecteur
sur la droite qui relie les deux points A et B. Je peux m'amuser à ça, je le projette. Je regarde, je projette orthogonalement. Pouf, là. Ça tombe là. Et lui, là, pouf, ça tombe là. S'ils ont la même vitesse, puisque c'est en translation, évidemment, la longueur de la projection ici est la même que là, puisque c'est le même vecteur projeté sur la même droite. Évidemment, c'est la même projection. OK. Mais, donc ça c'est trivialement vrai que la projection du vecteur vitesse VA, vitesse du point A, sur l'axe AB, est égale à la projection du vecteur vitesse VB sur l'axe AB. Ce qui est moins trivial, mais beaucoup plus profond, c'est que si maintenant j'ai un corps en rotation, je prends toujours deux points A, mettons qu'il va par là, et j'ai un point B, mais cette fois le corps n'est pas en rotation, en translation, il est en rotation maintenant. Peut-être que B il va par là en fait. Si le corps est en train de tourner comme ça, why not? C'est possible. VV. Eh bien, ce que je prétends, et ce qui se démontre en une ligne, à partir du fait que la distance entre A et B doit rester constante, c'est que si je projette, donc j'ai toujours cet axe AB là, si je projette la vitesse du point A sur l'axe là, cette longueur là, et si je projette la vitesse du point B sur le même axe, là, l'axe qui relie A et B, cette longueur-là, ces deux longueurs-là sont les mêmes, quoi qu'il arrive. Et ça s'appelle l'équiprojectivité des vitesses. Yes! Alors, ça paraît abstrait, évidemment, ça l'est un peu, parce qu'on parle de deux vitesses de deux points différents, les deux vitesses ne sont pas les mêmes, mais elles se projettent de la même façon sur l'axe qui relie ces deux points particuliers. Mais ceci est vrai pour n'importe quelle coupe de points, de n'importe quel solide, dans n'importe quel mouvement. C'est ça qui est beau. Et ça se démontre en une ligne à partir du fait que la distance entre A et B est constante. Pour vous qui en savez un peu plus en mathématiques, je vous le montre juste en une ligne, tant pis. Vous savez que la distance entre A et B, ou la distance au carré, c'est AB scalaire AB, d'accord? Et si je dérive ça par rapport au temps, ça doit être égal à 0 si la distance AB est constante. Et si je dérive ça par rapport au temps, je vais avoir deux fois, enfin je vais avoir AB fois la dérivée de AB, plus dérivée de AB fois AB. Donc 2 fois AB scalaire la dérivée de AB par rapport au temps. Et la dérivée de AB par rapport au temps, donc c'est de combien... Enfin, la dérivée de AB par rapport au temps, si vous voulez, c'est la dérivée de OB moins OA par rapport au temps, dérivée qui est additive. Ça, c'est la vitesse de B, et ça, c'est la vitesse de A. Donc, je vois que AB scalaire VB moins VA égale 0, puisque la distance est constante. Et donc, j'ai AB scalaire VA qui est AB scalaire VB. Donc la projection de VA sur AB est égale à la projection de B sur AB. Donc vous voyez, bon, ça vous échappe, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer, c'est vraiment deux lignes. C'est-à-dire, c'est la définition, la distance de A à B est constante, implique en deux lignes qu'on a ce critère d'équiprojectivité. Et donc vous voyez là que ça contraint énormément le champ de vitesse. Si vous avez une certaine vitesse pour un certain point, les autres, ça peut pas être n'importe quoi. Soit c'est la même, soit elle est différente, mais elle doit se projeter de la même façon sur l'axe qui les relie. Et c'est ça qui contraint
le champ de vitesse à être uniquement ça. Donc, ça, c'est le champ de vitesse général, c'est-à-dire, si en fait, il n'y a pas de rotation, s'il y en a une translation pure, bah, très bien, le vecteur oméga vaut 0. Le vecteur oméga, il peut être n'importe quoi, le vecteur V0 peut être n'importe quoi. Donc, parmi toutes ces possibilités, si oméga vaut 0, bah, à ce moment-là, vous voyez que tous les points ont la même vitesse. C'est une translation, très bien. Maintenant, si V0 vaut 0, ah bah, vous avez une rotation pure. Eh ben, très bien, on a une rotation pure, qu'à cela tienne. Donc, cette forme générale autorise les translations pures, autorise les rotations pures et autorise toutes les combinaisons de ce type-là. Mais on ne peut pas faire autre chose que ça parce que mathématiquement, ensuite, en un peu plus de lignes, mais on peut démontrer que n'importe quel champ de vitesse équiprojectif, en ce sens-là, ou en ce sens-là, le champ de vitesse équiprojectif, c'est-à-dire tel que la projection des deux vecteurs sur l'aile droite qui les relie est la même, n'importe quel champ équiprojectif comme ça peut être décrit par un torseur, donc par la donnée de ces deux grandeurs particulières qui suffisent à reconstituer l'ensemble du champ de vitesse. C'est ça la propriété fondamentale qui est mathématique, qui n'est pas très compliquée, encore une fois. Géométriquement, c'est simple et c'est lié vraiment à cette contrainte forte ici de la distance qui ne varie pas. Et donc, voilà ce qu'il en est. Un champ équiprojectif peut être décrit par un torseur de ce type-là. C'est-à-dire par la donnée de deux vecteurs comme ça. Alors, donc ça c'est le torseur des vitesses. Et après, il y a le torseur des forces enfin, le torseur dynamique, le torseur des moments cinétiques. Est-ce que je veux introduire tout ça? Je suis pris dans mon éternel dilemme de vous donner quand même les éléments clés, mais de ne pas trop faire de formalisme. J'ai mal répété mon coup là, et du coup je suis un peu perdu. Donc, encore une fois, je vais vous donner juste le résultat. Quand j'ai dit tout à l'heure, on peut ramener les forces à une force globale et un moment ou un couple, la force globale, elle va entraîner le corps globalement, et le couple, il va faire tourner le corps. Alors, on peut ramener, on peut se mettre, on peut décomposer le mouvement d'un corps, ça c'est de manière générale, on le montrera peut-être directement à partir de la loi de Newton, mais de là on peut montrer très simplement qu'on peut ramener le mouvement d'un corps quelconque, qui peut faire plein de choses bizarres. Je peux le ramener en le mouvement de son centre de gravité, et son centre de masse, si vous voulez, et la rotation du corps autour du centre de gravité. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire, je me mets dans le référentiel du corps, et donc dans ce référentiel-là, enfin, je me mets dans un référentiel attaché au centre de gravité. Et donc, ça le suit. Ça le suit, mais sans tourner. C'est-à-dire, le corps, lui, il tourne, mais je prends un référentiel de référence, galiléen, la salle, le tableau, je ne sais pas. Et simplement, je prends un système d'axes, enfin le référentiel, et je suis le centre de gravité du corps, note G. Je le suis, mais sans tourner les axes. Et donc, je peux toujours décrire le mouvement du corps comme le mouvement du centre, et puis, dans ce référentiel-là, le corps, il peut tourner, il fait ce qu'il veut. Donc, je décompose le mouvement. Et donc, je peux ramener le système de force en une force globale qui s'applique au centre de gravité, c'est-à-dire qu'il va décrire comment le centre de gravité bouge. Par exemple, lorsque je fais ça, bon, il n'est pas tout à fait solide, il s'est ouvert, mais s'il était solide, voilà. Donc,
je peux décrire ce mouvement a priori complexe comme le mouvement du centre de gravité, et puis il y a une rotation par-dessus. Mais dans le référentiel du centre de gravité, enfin attaché au centre de gravité avec des axes fixes par rapport au premier référentiel, il y a juste une rotation. À chaque instant, il y a une certaine rotation. La rotation pure est caractérisée par le vecteur rotation, et puis il y a un certain mouvement de translation du centre de gravité qui, lui, par ailleurs, peut être en train de bouger. Donc vous voyez, j'ai ces deux éléments. Eh bien, du côté des forces qui décrivent le mouvement, et il n'y a pas d'autre choix possible. Du côté des forces, de la même façon, je peux ramener l'ensemble du système de forces globales qui s'exerce sur le corps, quel qu'il soit, en une force globale qui s'exerce sur le centre de gravité et un moment, un couple, qui fait tourner le centre de gravité, mais en laissant le centre de gravité fixe autour de lui-même. Donc c'est une rotation pure dans son propre référentiel. Donc je peux décomposer ce mouvement qui est, il y a une translation et une rotation, pour le dire vite, qui est combinée. De la même façon, au niveau des forces, comme ce sont les forces qui induisent le mouvement, je peux me ramener en fait à un système avec une force globale qui va imprimer la translation du centre de gravité et donc un couple qu'on note gamma. On aime bien les lettres grecques au bout d'un moment parce qu'il n'y a plus assez de lettres. Je vais dire fait tourner le corps dans le référentiel attaché au centre de gravité. Je vais noter attaché à G, on note G ce point. Enfin, on appelle le référentiel, on l'appelle en général le référentiel du centre de masse. C'est plutôt le centre de masse, centre de gravité, on a vu que c'était pareil. Donc vous voyez, en fait, encore une fois, ce n'est pas une vraie démonstration, j'essaie quand même de faire sentir les choses, c'est de la même façon, enfin, ou parce que le mouvement d'un corps solide est contraint à être simplement la combinaison d'une rotation pure et d'une translation, en fait, le système de force qui implique, qui impose le mouvement au corps, ne peut pas faire n'importe quoi non plus. En gros, il peut le faire bouger et tourner, enfin, se translater et tourner. Et donc, on peut ramener tout ça, c'est pour ça qu'on peut ramener tout système de force à un torseur des forces, donc caractérisé par une force globale, qu'on appelle la résultante, et ce couple ici, qu'on appelle le moment, en fait. Donc finalement, un torseur, au moins vous aurez entendu ce mot-là, que je ne pensais pas du tout avoir à prononcer, que je ne voulais pas prononcer, mais que j'aurais mieux fait de prononcer tout de suite plutôt que de tourner autour et de devoir quand même l'introduire. Donc un torseur est caractérisé, donc ça définit un champ de vecteurs, un champ de vitesse, un champ de force, un champ de tout ce que vous voulez, caractérisé par une résultante qui, pour les forces, c'est la somme des forces. Pour les vitesses, c'est la vitesse moyenne de translation le long de l'axe sur lequel ça glisse, par exemple. Donc une résultante et un moment qui caractérise, pour les vitesses, la rotation, pour les forces, ce qui, dans les forces, fait tourner un corps, etc. Donc c'est toujours la même idée. Et donc ça, c'est un objet mathématique. De même qu'un vecteur est un objet mathématique, là c'est un objet plus abstrait, enfin à une échelle plus grande, c'est un objet qui définit tout un champ de vecteurs en fait. Avec ces deux éléments, vous déterminez l'ensemble du champ de vecteurs, en tout cas de façon relative. De même que là, avec cette vitesse de translation et ce vecteur rotation, vous définissez l'ensemble du champ de vitesse. Ça va à peu près? Ok. Ok. Alors, quelle heure est-il? Ok. Alors, en visant un point, j'ai fait tellement de digressions que je ne suis pas allé au bout de mon point, que je vous ai plongé dans la confusion.
Alors comment je sors de ça maintenant? Peut-être que le mieux c'est de c'est de s'en tenir là, parce que je vais juste écrire une petite ligne qui donc ça c'est la loi fondamentale qui s'applique à tous les corps, c'est ça l'idée. Je peux considérer cette loi comme s'appliquant à chacun des constituants d'un corps macroscopique. À ce moment-là, j'aurai la force qui s'exerce sur le corps I, sur le constituant numéro I, je la note comme ça si vous voulez bien, qui va être égale à MI fois l'accélération de ce corps. Je vais l'écrire dans l'autre sens. L'accélération, on a vu que c'était la dérivée de la vitesse par rapport au temps, laquelle vitesse est elle-même la dérivée de la position par rapport au temps. OK? Alors je vais écrire dans l'autre sens, je vais écrire que MI fois la dérivée seconde, on le note comme ça, donc la dérivée de la dérivée. C'est deux fois l'opérateur dérivation par rapport au temps. Je vous rappelle, c'est juste la petite variation de R par petite variation du temps. La dérivée. Donc, voilà. Ça, c'est égal à la force qui s'exerce sur I. Là, j'ai juste remplacé l'accélération par cette notation qui dit que c'est la dérivée par rapport à V et que V, c'est la dérivée par rapport à R. Bref. Donc, voici la loi de Newton, enfin la loi de la mécanique. Eh bien, je peux faire la somme vectorielle de toutes ces équations, parce que j'en ai une par corps ici, j'en ai une par constituant du corps. Ceci est vrai universellement, c'est comme ça que si un corps se déplace, on voit plus exactement, si un corps voit sa vitesse varier, c'est qu'il y a une force qui s'exerce sur lui, et voilà la relation. Ceci est donc devenu maintenant une relation mathématique. Je peux faire la somme de toutes ces lois, enfin de toutes ces vérités, c'est-à-dire si je fais la somme pour tous les I, pour tous les constituants, de 1 à n constituants, tous les constituants, il peut y en avoir une infinité, je fais la somme pour tous les I de MI. Alors, 3 fois la dérivée d'un truc, c'est la dérivée de 3 fois le truc, c'est pareil. Puisque 3 fois une variation, c'est la variation de 3 fois la chose. Donc, juste pour le réécrire, j'ai ceci. Et en fait, la dérivée... Je vais le faire en deux temps. OK? Et donc ça va être égal à la somme des forces qui s'exercent sur I. Très bien. J'ai rien dit. Hein. Si M1 de R1 c'est égal à F1, puis M2 D de R2 c'est égal à F2, alors M1 D de R1 plus M2 D de R2 c'est égal à F1 plus F2. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, en fait, la somme d'une dérivée, c'est-à-dire la somme d'une variation, c'est la variation de la somme des choses. Donc, en fait, tout ça, c'est la dérivée de la somme sur I des MI RI carré. J'ai rien dit, là. J'ai juste réécrit la même chose. Et maintenant, vous voyez qu'est apparue ici cette grandeur-là, qu'on a déjà rencontrée, qui définissait, parce que ça, là, vous reconnaissez à somme des MI près, je vais rester en jaune, sinon on ne voit rien. Vous vous rappelez, on avait ça divisé par ça,
c'était la position du centre de masse. Ça, c'est la moyenne des positions affectées par le coefficient masse. C'est la moyenne des positions auxquelles j'ai donné plus de poids aux positions qui avaient plus de masse. Donc ceci, ce n'est rien d'autre que la somme des masses fois la position du point G. Par définition, du point G est le centre de masse. Et donc vous voyez que vous avez donc la dérivée seconde de ça qui vaut la somme des forces. Et finalement, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, évidemment, parce que la variation d'une somme de trucs dont chacun des trucs varie individuellement, bah, c'est la somme des variations individuelles de chacun des trucs, donc c'est tout à fait évident. Et donc j'ai la somme des MI, c'est-à-dire la masse totale, je vais noter encore somme des MI, fois la dérivée de la position, c'est-à-dire l'accélération, la dérivée de la vitesse et donc l'accélération, fois l'accélération du point G, qui est égale à la somme des forces, de toutes les forces qui s'exercent sur tous les points. Et cette somme des masses, je l'appelle grand M, c'est la masse du corps global, fois l'accélération de son centre de masse, est égale à la force totale, la somme de toutes les forces. Et là est la magie à laquelle je voulais arriver beaucoup plus rapidement pour pouvoir poursuivre à partir de là, mais tant pis, on poursuivra la prochaine fois, c'est-à-dire demain. Vous voyez, c'était extraordinaire ce qui vient de se passer là. Je suis parti de forces qui s'appliquent à chacun des constituants d'un corps, que je considère... Là, je n'ai même pas supposé qu'il était solide. Hein. D'accord ? J'ai un système de plusieurs constituants. Chaque constituant évolue selon les forces qui s'appliquent sur lui. C'est juste... Bah, c'est la loi de base. Il découle du principe d'inertie. Voilà. Donc, chaque constituant, chaque élément que je considère dans la réalité physique est soumis à cette force, à cette loi, et j'en déduis juste en additionnant justement vectoriellement tous ces mouvements, enfin toutes ces lois, j'en déduis qu'il existe un point très particulier, le point G ici, qu'on appelle donc, en fait, en l'occurrence, qui est le centre de masse, dont on a vu qu'il était aussi le centre de gravité, au sens où c'est à cet endroit-là qu'on peut appliquer la force résultante, etc. Mais qu'on peut appeler ici aussi centre d'inertie, c'est une autre notion, mais qui coïncide. Du mouvement individuel de tous les constituants que je veux, que je considère ensemble ou pas, enfin que je considère ensemble, qu'ils soient liés ou pas entre eux, peu importe, je peux déduire le mouvement, la loi du mouvement global de ce centre de masse, défini comme on l'a déjà fait, et je vois que cette loi est la même. C'est extraordinaire en fait ça. Et c'est ça qui fait qu'on a pu... Enfin, c'est la stabilité de cette loi quand on change d'échelle qui fait qu'effectivement on a pu très vite, la première loi qui vient, qui se manifeste à nous, c'est-à-dire qu'un corps sur lequel on ne fait rien, qui est au repos, reste au repos, et que donc si son mouvement varie, si son mouvement change, c'est qu'il y a des forces qui s'appliquent. Cette loi qui vraiment est notre intuition directe, y compris avec la notion de force, etc., cette loi est la même sur des constituants individuels et sur le corps global. Et donc, on a mis le doigt sur la loi fondamentale en regardant ce qui se passait à l'échelle globale, en fait, parce que c'est la même chose. Mais alors, je dis c'est magique, mais en fait, non, c'est pas magique, en fait, ça ne peut pas être autrement. Vous voyez que ça prend, enfin, encore là, j'ai tout détaillé, mais ça prend vraiment 2 lignes à montrer que ce qui se passe sur chacun des corps se passe à l'identique sur un point qui résume le corps global. Et ceci est vrai que le corps soit solide ou pas. Donc,
ce que vous voyez, c'est que quel que soit le système considéré, si vous vous intéressez à son centre d'inertie, il obéit lui aussi à la loi d'inertie. C'est-à-dire la loi de Newton, c'est-à-dire que si la somme globale des forces qui s'exercent sur lui est nulle, son accélération sera nulle, donc sa vitesse sera constante, et donc il sera en mouvement de translation uniforme. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle centre d'inertie, parce qu'il obéit à la loi d'inertie, ce point-là, quoi qu'il arrive. Que ce soit dans un solide ou pas, vous prenez n'importe que vous prenez le liquide qui est là-dedans, vous faites tous les mouvements que vous voulez. En fait, il y a plein de forces qui s'exercent différemment sur chacun des constituants élémentaires de ce fluide, etc., qui ne sont pas liés entre eux, ou qui sont liés quand même un peu, etc. Vous prenez la somme de toutes les forces qui s'exercent sur tous les points, et cette force résultante qui s'exerce en des endroits différents, etc., de nature différente, agit comme une force qui s'applique sur le centre de masse. Et le centre de masse du corps va évoluer comme s'il était lui-même un point matériel avec une certaine masse, précisément la masse globale du corps, et comme s'il s'appliquait à lui une force qui est juste la résultante de toutes les forces. C'est tout à fait remarquable, ça. Alors, dans le cas d'un solide en plus, il y a donc, vous pouvez donc simplement, en plus de cette force globale qui est là de toute façon et qui définit le mouvement du centre de masse, vous pouvez dire qu'en fait, la résultante de toutes les forces qui s'exercent à petite échelle, à grande échelle, peu importe. Et justement, peu importe. C'est-à-dire, peu importe l'origine des forces. Toutes les forces peuvent se ramener à cette force globale qui va définir le mouvement du centre de masse et à un moment qui va définir si jamais ça doit tourner, est-ce que ça va tourner. Et comment ça tourne, c'est-à-dire avec quelle vitesse angulaire, dans quelle direction, à chaque instant, ça peut varier, puisque les forces elles-mêmes peuvent varier, etc. Donc voilà, voilà en fait où je voulais en venir, et je pensais que ça allait prendre une demi-heure et qu'après on allait pouvoir développer, et ça m'a pris 3 heures, avec en plus beaucoup de tâtonnements, j'en suis désolé, mais on continuera ça demain, et je vous ferai la démo de mon petit kit, de mon petit électroscope ici. On découvrira l'électricité vitreuse et l'électricité, comment on dit, l'électricité vitreuse et l'électricité, comment on appelle ça, résineuse. Vous n'avez jamais entendu parler de l'électricité vitreuse et résineuse? Si vous ouvrez l'encyclopédie de Diderot, vous trouverez l'électricité vitreuse et résineuse, mais je vous en parlerai demain. Ok, pas de questions? Enfin, sans doute plein, mais il est tard, non? Ça va? Bon, demain on fera mieux.